Dans sa proclamation du 19 juin 1965, le président Houari Boumedienne, qui se connaissait un rayon en politique, avait demandé aux élites politiques algériennes de s'éloigner du narcissisme ou des attitudes narcissiques. C'est une invite quelque peu d'actualité. Je me suis penché sur ce concept psychanalytique, n'étant pas du domaine, et il se caractérise par trois aspects. Une fascination importante pour sa personne, une envie excessive d'admiration de la part des autres, et, troisième élément, peu d'empathie vis-à-vis d'autrui. C'est une attitude qui, somme toute, caractérise toujours nos amis qui dirigent l'Algérie. Nos amis entre guillemets. Ils ne veulent pas de cette amitié, apparemment. Mais peu importe. Je souhaite quand même essayer d'analyser quelque part en quoi cette attitude narcissique qui obstrue en fait les aptitudes analytiques et la capacité d'action des gouvernants est encore présente, à travers quelques exemples que je vais me permettre d'énumérer auprès de vous. Le premier exemple, l'attitude qui dit que le Maroc est en un état d'isolement diplomatique. Or, depuis 2007, il n'y a pas eu de vote du Conseil de sécurité contre le Maroc et il n'y a pas eu exercice de droit de veto de n'importe quel membre du Conseil de sécurité. Est-ce que le Maroc a cette capacité, malgré son isolement, de pouvoir faire en sorte que les autres votent en faveur des résolutions qu'il a appuyées? Au-delà du Conseil de sécurité, parce qu'il n'y a pas que lui, est-ce que le Maroc est isolé diplomatiquement à travers le monde? Nous allons d'abord commencer par les éléments qui sont les plus proches, l'Occident, les porteurs de plumes du dossier du Sahara. Est-ce qu'il était isolé à l'égard de l'Espagne, de ce qui vient de se passer à travers la récente visite du ministre des Affaires européennes et étrangères français au Maroc, isolé à travers l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hollande, et je passe. Mais je ne vais pas m'attacher uniquement à l'Occident parce que peut-être il va faire objet de critiques et de partialité de la part de nos amis, toujours dirigeants algériens. Allons ailleurs. Est-ce qu'il est isolé en Amérique latine? Est-ce qu'il est isolé en Asie? Est-ce qu'il est isolé en Afrique, où il a fait un retour remarquable au sein de l'Union africaine? Cet isolement n'existe pas, il est peut-être dans l'imaginaire des dirigeants algériens, mais il n'est pas dans la réalité concrète. Les chiffres et les éléments sont là pour le prouver. Autre élément qui est important, et là je vais essayer de me livrer, si vous le permettez, à un exercice autre, celui de dire bon, le Maroc est un enfer pour sa population, est un immense espace de souffrance. Je vais prendre deux indices ou indicateurs qui peut-être pourront éclaircir les choses. Nous avons exactement, à quelques milliers ou centaines de milliers près, nous avons un nombre d'immigrants à l'étranger, algériens et marocains. Ils sont autour de 6 millions. La diaspora algérienne et la diaspora marocaine. Alors analysons le comportement de cette diaspora sur deux facteurs. Combien de ces éléments visitent le Maroc actuellement et combien d'Algériens visitent l'Algérie, les Algériens d'origine visitent l'Algérie annuellement? Les chiffres sont là. Sur les 6 millions de Marocains qui sont à l'étranger, nous recevons annuellement 7 millions de visiteurs de leur part. 7 millions sur les 6. Sur les 6 millions d'Algériens qui sont à l'étranger, exactement 2 millions visitent l'Algérie.
ce chiffre est assez éloquent. Peut-être qu'il n'y a plus d'attachement. Alors, posons la question, est-ce que le Maroc est plus attachant que l'Algérie? C'est un facteur, disons, assez éloquent en lui-même. Mais au-delà de ce facteur, parlons de financier. L'aspect financier, la diaspora marocaine, cette année, a envoyé à peu près 12 milliards de dollars de transferts, enfin, pour 2023. La diaspora algérienne, on a envoyé 1,7 milliard. La même diaspora, et même une diaspora assez bien, disons, assez riche, la diaspora algérienne. Certaines mauvaises langues diront qu'il y a beaucoup de pauvreté algérienne au Maroc, et c'est ce qui justifie les transferts des 12 milliards dans les familles nécessiteuses. Non. Sur les 12 milliards, une grande partie est destinée aux investissements et à l'achat de biens immobiliers, c'est-à-dire des biens durables. Quand on investit durablement dans un pays, c'est une évidence économique, ça veut dire qu'on est attaché à ce pays. L'Algérie peut-elle faire état des mêmes performances? Je ne pense pas. C'est aussi ce qui me pousse à poser la question qui revient souvent, le Maroc est un pays corrompu dans l'indice de corruption. Nous ne sommes pas, disons, des champions, ni nous, mais dans l'indice de corruption, le Maroc se comporte plutôt mieux que l'Algérie. Au-delà de l'indice qui est contestable, il y a un autre indicateur maintenant qui est très très pertinent et qui est aussi utilisé par les démographes, c'est le taux de mortalité infantile lié au taux de corruption, parce que le taux de mortalité infantile est un indicateur de la performance du système de santé et de la corruption d'un pays. Or, sur la mortalité infantile, le Maroc est à 15 pour 1000 et l'Algérie est à 19 pour 1000, c'est-à-dire elle a un taux de mortalité supérieur. Au-delà de ce taux de mortalité, il y a un autre facteur important de ces statistiques sociales et morales, c'est l'espérance de vie. Au Maroc, elle est plus importante qu'en Algérie. Je ne m'arrêterai pas là, je vais essayer de parler d'autres choses et qui peuvent peut-être être assez éloquentes au niveau des performances économiques. Nous sommes un pays qui a une économie de flux, bien sûr, il n'a pas de ressources, disons, minières et naturelles très importantes. Il vit avec ce qu'il produit et qu'il peut reproduire. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, qui a que les hydrocarbures qui représentent 95% de ses exportations. Et quand on prend des hydrocarbures d'un stock, ça ne se reproduit pas si vite que ça. Il faudrait peut-être attendre quelques millions d'années. Donc c'est une économie de flux face à une économie de stock. Et on peut, à travers cet élément, essayer de poser une autre question. Pourquoi l'Algérie, qui a quand même une superficie territoriale qui fait plus de 3 fois le Maroc, 2 380 000 km² pour 710 000, comment l'Algérie, ayant cette superficie, ayant un PIB sur papier qui est supérieur au Maroc, se trouve plutôt dans une situation où elle n'a pas beaucoup d'amitié, où elle ne se fait pas beaucoup d'amis. Chaque fois, c'est des esclandres, c'est des courroux, c'est des multiples actions de fâcherie avec les uns et les autres. Alors, quelle est la rationalité qui peut dicter à des pays comme l'Allemagne, qu'on ne peut pas dire qu'elle agit dans ses démarches avec disons, de l'affect, plutôt dans la rationalité, comment ça se fait que ce pays, qui est l'Allemagne, puisse considérer que le Maroc est plus stable, plus sûr, plus prometteur que l'Algérie? Comment? Je ne parlerai pas de l'Espagne aussi, qui est quand même un pays qui a sa rationalité, qui a son développement.
la France n'en parlant pas, les autres pays, les pays africains. Bref, nous sommes dans une configuration qui se décline de manière très claire. Le Maroc n'est pas aussi isolé qu'on vient le dire, n'est pas aussi socialement problématique que nos amis algériens veulent bien le dire. Et si, je pose la question, et si le problème résidait dans le narcissisme, justement, je le répète, qui a été soulevé par le président Boumedienne, de nos dirigeants algériens, nous, manière de parler, c'est des dirigeants algériens qui obstruent leur vision, qui ne leur permettent pas d'aller vers l'avant et qui, bien sûr, font payer cher leurs problèmes, disons psychiques, leurs problèmes de survie à une population maghrébine encore, somme toute, et globalement en retard au niveau du développement. Je dis la population maghrébine, je ne dis pas uniquement l'Algérie. Nous sommes tous dans le même bain. Le Maroc avance un petit peu plus rapidement, un petit peu de manière plus réaliste dans son économie et dans sa diplomatie face au narcissisme algérien. Pourquoi toute cette comparaison et pourquoi ce retour sur l'Algérie encore une fois? Un chroniqueur récemment en France a appelé les élites politiques et les chroniqueurs à faire preuve de plus de modération dans les échanges avec l'Algérie et des deux côtés. Modestement participant à cet échange de manière très, disons, minime, vu ma faible personne et mes modestes capacités, je me suis senti interpellé. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de continuer à interpeller le peuple algérien, interpeller la conscience maghrébine pour qu'il y ait un sursaut salvateur qui puisse nous inscrire dans une logique de développement, de prospérité partagée et d'avancée conjointe des deux peuples, et même avec bien sûr la Tunisie et la Mauritanie et la Libye. Le problème est très clair, nous l'avons dit et redit. Il y a un problème du pouvoir algérien avec le Maroc. Pourquoi? Envie de puissance, souhait d'être le premier de la classe, sinon je casse la baraque. Ça ne se fait pas. Et encore une fois, j'espère, à travers ce bref exposé, avoir démontré que finalement le Maroc avance. Lentement, pas aussi rapidement que tous les Marocains le souhaitent, mais il avance dans un équilibre, disons, mental et économique, qui fait que beaucoup de gens, beaucoup de pays à travers le monde qui ne sont pas dupes et qui ont leurs critères d'appréciation avantagent la stabilité, le sérieux de ce pays plutôt que les boutades et les manifestations d'humeur de nos amis algériens. Je terminerai par une seule chose qui vient d'être confirmée par le ministre français. Effectivement, la question du Sahara est une question vitale pour le peuple marocain. Ce n'est pas une lubie des uns et des autres, des caprices d'un peuple, disons, souhaitant s'étendre. Non. Ça appartient à son identité, à son être même, à ce qu'il a fourni comme effort pendant des siècles pour pouvoir sauvegarder cette identité et se projeter dans l'avenir. Il est hors de question que nous puissions penser un seul instant que nous puissions léguer aux générations futures un Maroc sans son Sahara. Cela
relève de l'impensable pour nous. Et cela est acté.